français, de gendarmes issus des forces spéciales. J'ai fait de nombreuses missions à travers le monde sur divers théâtres d'opération. Je suis spécialisé effectivement sur la gestion de risques dans le paramédical, la médecine d'urgence de guerre. Et je suis arrivé en Roumanie par le biais de 2 missions, l'une sur le conflit d'ex-Yougoslavie en 96-96 pour 95-96 pour le compte de l'Union européenne, et je suis revenu en 2001-2004 pour l'ambassade de France détachée à l'école des officiers de la gendarmerie roumaine. Moi, j'ai quitté la fonction publique en 2005. J'ai rejoint le privé, le grand privé, et depuis, je suis gérant d'une société roumaine spécialisée dans l'intelligence économique, formation coaching dans la gestion de risque, sécurité, sûreté des entreprises. Et comme le précisait Laura, je suis représentant de l'Alliance solidaire des Français de l'étranger en Roumanie et Moldavie. Ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est une partie d'une présentation qui est beaucoup plus importante. Vous voyez, c'est marqué en bas, la présentation intégrale, elle fait plus de 3 heures. Là, aujourd'hui, il y en aura pour 45 minutes. Il y a à peu près 20 diapositives. On va parler de quoi? On va parler de pourquoi, pour qui, comment j'ai fait cette présentation, séisme, vigilance, tout ce qui est rouge, on va parler, présentation générale de la situation en Roumanie, une catastrophe peut en entraîner une autre, la Roumanie est le pays de l'UE le plus exposé au risque d'un tremblement de terre majeur, l'historique des tremblements de terre majeurs sur la zone Vrancea, Bucarest 1977, Bucarest zone sensible, les immeubles les plus dangereux, le phénomène de liquéfaction, 2021, un réel danger, les facteurs aggravants, rappel, estimation des dégâts sur Bucarest, l'arrêt et perturbation des services, ensuite la protection, un séisme, que dois-je faire? Pas de chance, je suis coincé. Parlera du sac de survie minimum vital, sac de survie individuel, le smartphone, le couteau suisse, l'évaluation des distances, l'ambassade, le plan de sécurité, et pour finir, l'IDSU, point de regroupement. Et à la fin, je vous laisserai vous poser des questions par l'intermédiaire peut-être d'un de mes colistiers qui va nous rejoindre dans le panel. Je précise aussi qu'il y aura d'autres présentations qui seront faites ultérieurement, mais sur d'autres thématiques. Une thématique qui sera peut-être abordée, c'est la résilience psychologique, et une autre sur l'inclusion sociale. Ça n'a rien à voir avec le sismique, ce sont d'autres thématiques qui intéressent un peu le public français. On va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi, pour qui j'ai fait cette présentation? J'ai peut-être enlevé la vidéo parce que ça masque. Voilà. La Roumanie, par son historique, pourrait à nouveau être touchée par un séisme majeur. Aujourd'hui, les autorités roumaines sont inquiètes. Une telle catastrophe risquerait de produire des dégâts humains et matériels beaucoup plus importants que lors du séisme de 1977. La preuve, ce week-end, il y a encore eu un article dans Euronews en français qui parle du problème du sismique en Roumanie, surtout en particulier Bucarest. Une prise de conscience suite au terrible tremblement de terre en Italie en 2009 et celui du Japon en mars 2011. Moi, j'ai participé par mon expertise militaire à la mise à jour du plan de sécurité de l'ambassade de France en Roumanie au profit de ses ressortissants. À la suite de ça, j'ai commencé à tricoter ce PowerPoint que je vous présente aujourd'hui, qui a à peu près 10 ans, qui a été amélioré dans le temps, mais qui est sur sa version finale. Ce PowerPoint, initialement, il a été présenté bien sûr aux ressortissants français, et ensuite, je l'ai mis par ma spécialité de sécurité, santé et travail, je l'ai présenté aux différentes entreprises corporatives en Roumanie qui sont friands de ça, les assurances aussi qui sont très friands de ce type de thématique. Séisme égale vigilance. Effectivement, on pense qu'on a une épée Damoclès au-dessus de notre tête, ce qui ne veut pas dire qu'il faut devenir paranoïaque. Vous allez un peu voir ce que je vais vous présenter. Il faut être conscient de l'état de la situation. Il ne faut surtout pas paniquer. La panique, c'est le pire ennemi. Quand on panique, on perd entre 50 et 70% de ses moyens intellectuels. Il faut surtout garder son sang-froid. Il faut respecter des règles simples de protection. Et une phrase qui dit un peu tout, c'est la sécurité, c'est l'affaire de tous, mais avant tout, la prévention est une gestion personnelle.
Et je prendrai aussi une citation de l'ancien ambassadeur de France qui était en Roumanie, Philippe Gustin, qui disait « La meilleure protection, c'est la prévention. Il est indispensable pour chacun d'entre vous de savoir à quoi s'attendre et comment réagir au mieux lorsqu'un tel événement se produit. » Donc, la Roumanie, c'est le pays de l'Union européenne le plus exposé au risque d'un tremblement de terre majeur. Pour préciser aussi, la Roumanie est dans le top 10 des pays à risque. Le problème pour le sismique le plus important, parce qu'il y a plusieurs failles en Roumanie, c'est la faille où il y a le point rouge au milieu, c'est Vrancea. C'est la faille d'où se déclenchent les séismes majeurs sur la Roumanie, qu'on va voir un peu plus tard. Donc un séisme qui se déclenche au point rouge, il met environ 34 secondes pour arriver à Bucarest. À l'opposé, il met 36 secondes pour aller en Moldavie, à Iași. Il y a d'autres séismes qui se produisent régulièrement sur la mer Noire. Il y en a aussi qui se produisent du côté de Timișoara, mais qui sont beaucoup moins importants. Ce qui est vraiment très important, c'est la faille de Vrancea. Pour votre information, il existe l'Institut national roumain de la physique terrestre. Ils ont mis en place une application qui permet d'être alerté. Effectivement, c'est une alerte, mais vous avez vu le nombre de secondes. Le temps que vous arriviez au téléphone, il est déjà trop tard. Donc, il faut savoir qu'il existe, pour ceux qui souhaitent l'avoir, une application de l'Institut national roumain de physique terrestre. Il existe aussi une application française, Sismologie de Strasbourg, Unistra, mais c'est une application qui est payante. Ensuite, il existe une application Android qui s'appelle Cutremur România. Je note juste que si vous souhaitez, vous recevrez par l'intermédiaire de la SFE, cette présentation est totalement gratuite, on pourra vous l'envoyer à votre demande. Bien sûr qu'une catastrophe comme un séisme peut en entraîner une autre. Donc, un séisme majeur peut causer aussi un accident industriel. Ça s'appelle souvent les accidents NATEC. C'est l'acronyme de Natural Technology. Ça peut aussi entraîner éventuellement un accident nucléaire. Roumanie n'est pas très exposée sur le risque nucléaire puisque la centrale principale, c'est Cernavoda et elle est sur la partie d'Obroja. Les seuls risques nucléaires, il n'y a pas les diapositives présentes ici, mais les seuls risques seraient la centrale nucléaire qui se trouve sur le rive du Danube en Bulgarie et éventuellement plusieurs centrales nucléaires qui sont loin, à quelques 500 km en Ukraine, depuis Bucarest. De Iași, c'est beaucoup moins. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, en fonction de la saisonnalité, un séisme peut être aussi en même temps lié avec des inondations, de fortes pluies, des vents violents, des tempêtes, une période de grand froid, comme on verra sur les dates, les effets Québec. L'effet Québec, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand il neige beaucoup en très peu de temps. Et il peut y avoir des glissements de terrain, on verra ça tout à l'heure. Les glissements de terrain, c'est surtout sur la zone de Iași, où là-bas, effectivement, il peut y avoir des coteaux qui pourraient bouger. Pardon. Quand on remonte un peu dans le temps, 19e, 20e, 21e siècle, on observe un peu les différents tremblements de terre plus ou moins forts qui se sont produits. Ceux qui sont le plus connus dans l'histoire, c'est bien sûr 1977, 7,2, mais il y a surtout celui de 1940, un des premiers, 7,4. Ensuite, souvent, on en parle beaucoup moins. On a les tremblements de terre en 1986 et 1990. Après, sur le 21e siècle, le seul tremblement de terre qu'on ait vraiment bien senti, c'est celui de 2004, il me semble, du mois d'octobre, qui était de 6 sur l'échelle de Richter. Tout ça, c'est bien sûr, c'est suivi par l'Institut national de physique terrestre, INFP.aero, si ça vous intéresse, qui classe un peu les séismes par un sémaphore qui est aussi en fonction de la densité, mais c'est aussi un sémaphore qui est en fonction de la fréquence. Moins il y a de tremblements de terre sur la Roumanie, plus le sémaphore passe à l'orange et au rouge. En moyenne, Vrancea, il y a un tremblement de terre tous les 2-3 jours. Donc, quand il n'y a pas de tremblement de terre pendant 2-3 jours, le sémaphore il commence à passer à l'orange.
Et au bout d'un moment, s'il n'y a pas de tremblement de terre, au bout d'un moment, ça risque de passer au rouge. C'est pour ça que souvent, il y a des alertes. Les derniers séismes majeurs, donc il y a celui de 1940 qui s'est produit à 3h39, magnitude de 7,4, 45 secondes, qui était important. Les anciens, pour qui s'en rappellent. Celui qui a marqué les esprits, c'est celui de 1977, bien sûr, qui a été très meurtrier, qui a causé beaucoup de dégâts, 7,2 sur l'échelle de Richter, 56 secondes. Ensuite, il y a celui de 1986, toujours la nuit, 7,1. Pas trop de données sur la durée, mais c'était relativement court, mais il y avait quand même eu pas mal de dégâts. Et ensuite, il y a les deux de 1990 qui sont produits le 30 mai, 6,9, et le 31 mai, 6,4. Alors, il y en a, quand on observe comme ça, on observe que souvent les tremblements de terre qui se sont passés les plus importants se produisent toujours la nuit, sauf pour celui en 1990. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Celui de 1977, effectivement, il a causé beaucoup de dégâts. 35 000 immeubles ont subi d'importants dommages. 33 immeubles ont été complètement détruits. Donc, il y a eu beaucoup de dégâts. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tremblement de terre qui dure plus ou moins 60 secondes est totalement destructif. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'il y a eu en 1977. C'est les dernières secondes, selon les experts, qui ont vraiment provoqué tous les dégâts. Donc voilà, vous avez quelques photos historiques du tremblement de terre de 1977 sur Bucarest. Cette présentation, effectivement, se focalise beaucoup sur Bucarest parce qu'elle a été conçue pour les ressortissants sur Bucarest parce qu'on est très nombreux. Et en effet, d'autres qui sont beaucoup plus spécifiques pour IH ou pour d'autres villes. Mais celle-là, elle parle effectivement exclusivement de Bucarest. Donc, Bucarest 77, vous avez l'immeuble en haut, c'est le même, vu d'un côté, vu de l'autre. Et puis les deux autres qui sont des immeubles qui étaient en centre-ville. En 1940, il y a un hôtel, l'hôtel Carlton, qui a été complètement détruit. Donc, après le tremblement de terre sur l'histoire, après le tremblement de terre de 1940, pour vous donner un peu les indices là-dessus, les politiques roumains pensaient que le pays n'était pas une zone à risque. Et donc, ils ont conçu tous les bâtiments sans les normes sismiques. C'est là où il y a eu des fameux, je vous les montrerai sur des photos tout à l'heure, des bâtiments construction type française. Vous verrez de quoi il s'agit. Il n'est qu'en 1960 que les ingénieurs appliquent des normes russes, qui sont un peu identiques aux celles des États-Unis, mais ils constateront en 1977 que les normes n'étaient pas adaptées aux besoins de la Roumanie. La plupart des consolidations n'ont pas été faites correctement. Ils ont essayé à l'époque d'injecter du béton plus ou moins armé pour consolider quelque chose, mais ça n'a pas été la preuve. En 1977, les bâtiments n'ont pas résisté. Actuellement, il existe énormément d'immeubles, bâtiments non expertisés, où il y en a à peu près 2500. Et on estime à 370 bâtiments qui sont extrêmement dangereux, dont 90 écoles, avec un risque potentiel pour 6500 personnes durant la journée, surtout pour les écoles non, mais pour les bâtiments. Depuis 1977, il y a à peu près une centaine d'immeubles qui ont été réellement consolidés. 349 immeubles portent toujours la mention danger, donc le fameux point rouge que certains essayent de dévisser parce qu'ils ne veulent pas faire peur. La mairie de Bucarest a décidé il y a quelques années d'équiper les immeubles d'un lot de premiers secours. Ça remonte à effectivement une dizaine d'années. En ce moment, la mairie de Bucarest s'intéresse de nouveau à ces lots et voir dans quel état sont ces lots, parce qu'à mon avis, il y en a beaucoup qui n'existent plus, qui sont disparus ou qui sont détériorés. Au niveau investissement qui a été mis en place sur Bucarest, on constate qu'en 2013, il n'y avait pratiquement rien. 2015, on a alloué 1,1 million, c'est pratiquement rien, c'est peanuts. Il n'y a que sur les 3 dernières années où on a mis 2018, on a la ville, enfin, ils ont alloué 10 millions pour la consolidation de 30 immeubles. En 2019, pareil, ça fait pratiquement, donc c'est pour ça qu'ils ont à peu près réussi à refaire une centaine d'immeubles, mais il n'y a aucun procès verbal de réception à l'heure actuelle qui a été donné vis-à-vis de ça, donc on ne sait pas plus. Pour 2021, on ne connaît pas le budget, mais a priori, il serait faible, mais le maire se bat énormément. Le nouveau maire se bat énormément pour
consolider surtout les immeubles qui sont de patrimoine. Ce qui est important à noter pour nous, c'est que dans les immeubles considérés instables, beaucoup de propriétaires ont quitté leur logement dans l'impossibilité de vendre leurs biens, parce que souvent, vous avez la photo en haut, il y a le point rouge et ça fait peur à tout le monde. Les appartements se retrouvent dans les circuits de location courte durée, régime hôtelier, vulgairement appelé Airbnb, mettant en danger la vie d'autrui. Il y en a énormément, vous allez voir la carte là. Donc d'abord, je vous montre ça, c'est Bucarest zone sensible. C'est la carte de ce qu'on appelle du hasard sismique sur les sols, sur la qualité des sols. Donc la flèche noire que vous voyez en haut à droite, c'est censé représenter l'onde de choc venant de Brancha, qui touchera effectivement une partie périphérique de Bucarest. Et les zones les plus sensibles, c'est la partie nord de Bucarest, que vous voyez en rouge foncé, et l'autre côté de Pantilimon, et la partie centrale de la ville. Le triangle noir que vous voyez sur la partie gauche, ça représente le lac Oulmori, qui est un réel danger pour les autorités et les secours. Il y a un réservoir d'eau qui contient 12 millions de litres d'eau et le stockage est supérieur à la surface de la ville. Une rupture du barrage provoquerait d'énormes inondations qui pourraient inonder aussi le métro de Bucarest. Là, on vient sur la fameuse carte que je vous disais sur les petits points rouges. Voilà ce que représente, vous avez la carte de Bucarest, centre-ville de Bucarest, et tous les points rouges représentent les immeubles instables que je citais tout à l'heure. Ils sont bien sûr référencés, vous avez le lien en bas, par la mairie de Bucarest. Donc au total, il y en a 2500 sous différentes classifications. Il y en a 300 qui sont extrêmement sensibles, enfin 150 qui sont excessivement sensibles, qui pourraient tomber même sans tremblement de terre. D'ailleurs, il y en a qui sont déjà tombés. Cette affaire avait beaucoup agacé il y a quelques années un jeune Français qui cherchait un logement et qui n'arrivait pas à trouver un logement sécurisé. Et pour aider ses compatriotes, il a créé, vous l'avez en haut, il a créé une application qui s'appelle Bucarest Seismic Risk. Donc, vous pouvez télécharger, c'est une application totalement gratuite et qui permet lorsque vous rentrez l'adresse, vous permet de savoir si l'endroit est safe ou pas. Voilà aussi quelques images des bâtiments centre-ville, quartier historique. À gauche, vous avez le bâtiment complètement fissuré. Ils ont eu des courants d'air, je pense, parce que maintenant, ils ont mis de la mousse pour caler tout ça. C'est un bâtiment classé instable. L'autre, il est juste un bâtiment voisin, mais qui a été consolidé. Ça, c'est un autre bâtiment. Ça, c'est ce qu'on appelle les constructions françaises. Vous n'avez que les montants, aucune structure qui permet de résister au tremblement de terre. Pareil, c'est un bâtiment qui est en ville, en centre-ville, classé aussi avec le bulletin rouge et qui possède beaucoup d'appartements Airbnb. Et vous voyez sur la gauche, il y a même un nightclub, tout va bien. Ça, c'en est encore un autre. Aussi, construction type française. Il n'y avait que les montants, aucune structure transversale qui soutient, beaucoup de briques. C'est vraiment un bâtiment, et bon, il a été vidé, c'est un ancien cinéma, la majeure partie doivent le connaître, il est en centre-ville, sur la route principale. Celui-ci, c'est vraiment un château de cartes, c'est un gros tremblement de terre, celui-là, il risque de tomber. Ce qui est curieux, c'est qu'il a été complètement libéré de son activité, mais l'ancien maire du secteur 1 avait installé dans son parterre un cabinet médical. Les immeubles les plus dangereux, on les retrouve à Bucarest sur le boulevard, justement sur la dernière photo, ça concerne ça, Gheorghe Margheru. Le théâtre Notara, mais qui me semble a été consolidé. Sinon, il y a le théâtre Ion Kranga qui est
immeuble dangereux, Cinéma Studio, qui est aussi vide, boulevard Regina Elisabetta, Bibliothèque militaire nationale, et on finit par le bas, l'effet de liquéfaction. Je vais vous expliquer ce que c'est l'effet de liquéfaction. Phénomène de liquéfaction, c'est les sols qui sont instables, avec un mélange d'eau, sable, et qui, lorsqu'il y a un tremblement de terre, ne résistent pas au mouvement. Donc, ce qui se passe, la photo de gauche en bas, ce n'est pas une photo en Roumanie, mais ça pourrait le devenir. Donc, les sols deviennent mouvants et les bâtiments tombent sur le côté. Les deux photos, celle du milieu et celle à droite, effectivement, ça, c'est des photos roumaines. La photo de droite en bas, c'est du côté de Izvor, avec l'érosion des sous-sols et un phénomène récurrent, c'est la route qui se déboîte. Donc, on va venir sur 2021, un réel danger. Un tremblement de terre majeur de nos jours serait beaucoup plus catastrophique que celui de 1977. Les experts ont également fait des estimations alarmantes sur le nombre de victimes. Les principales raisons et constats, c'est effectivement il y a une forte augmentation de la population sur Bucarest et le département riverain qui est Ilfov. Il y a une forte croissance des véhicules et une circulation dense. Une photo en bas à gauche, c'est une photo sous Ceausescu, où il y avait très peu de véhicules. Et à droite, vous avez une photo d'aujourd'hui, quand il pleut un peu à Bucarest, les gens qui circulent, ils connaissent un peu cette ambiance-là. Les facteurs aggravants qui ont été décelés là-dessus, il y en a deux. Il y a le facteur humain et l'infrastructure. Le facteur, on pourrait travailler d'ailleurs, on pourrait remédier aux deux, mais ça va être un peu difficile. Donc l'humain, les jeunes générations Y n'effectuent plus de service militaire. Donc il y a une absence de force de secours et de bons réflexes, formation élémentaire au premier secours et de gestes qui pourraient sauver. Il y a une importante attente de prise en charge par les autorités, qui heureusement a investi beaucoup dans les équipements de premier secours. Il y a une croissance du phénomène de nomophobie, c'est un acronyme qui veut dire No Mobile Phone, c'est-à-dire les personnes accro au téléphone, les réseaux sociaux pourront avoir un effet de panique parce qu'il n'y aura plus de liaison téléphonique et seront complètement déboussolés. Une augmentation et concentration de la population sur les stations de métro, les centres commerciaux, les centres d'affaires. Juste pour noter, les centres commerciaux, c'est vraiment le point noir actuel des services de secours à Bucarest. C'est difficile à gérer, très difficile à évacuer. Ce n'est pas le centre commercial en lui-même, puisqu'ils sont conçus sur des structures sismiques comme des centrales nucléaires, mais c'est surtout le fait d'évacuer pour faire sortir les gens, ça va être très difficile. Il y a eu plusieurs cas où il y a eu des incendies, où ils ont un mal fou pour faire évacuer parce que les gens n'écoutaient pas les services de secours. Ensuite, le dernier point, c'est l'absence d'une culture de prévention de sécurité. La preuve, c'est ce que je vous disais sur les centres commerciaux. L'infrastructure qu'on connaît, l'augmentation d'immeubles, maisons vétustes, absence d'entretien, les corniches des toits, les revêtements des façades qui tombent, l'absence d'expertise technique et consolidation des immeubles fragiles, l'expansion de commerces, restaurants, bureaux dans des immeubles à risque qui ont le fameux point rouge, qui normalement sont interdits depuis quelques années, mais il y a toujours des commerces qui ouvrent dans ce type d'espace. Des constructions architecture moderne en verre, des gratte-ciel et des aménagements vitrés, il y en a énormément et qui sont dangereux pour nous. Quartiers résidentiels aux accès étroits et impasses rendant l'accès des secours difficile parce que dans le côté immobilier, les routes ne comptent pas énormément parce qu'on ne peut pas en tirer de l'argent, donc les promoteurs sacrifient ça. Présence de constructions récentes, bureaux résidentiels aux autorisations de complaisance, où on ne sait même pas qui sont les architectes et s'il y a eu des ingénieurs de structure. Un réseau de gaz très important, mais qui a été sécurisé depuis des années. Ce qui est par contre dangereux, ce sont les stations d'alimentation de carburant. Il y en a beaucoup encore sur Bucarest. Dans certains quartiers, il y en a énormément. Les antennes paraboliques sur des façades, les compresseurs d'air conditionné, les surfaces vitrées des balcons qui ont été fermées après la Révolution,
les échafaudages des immeubles pour la réhabilitation thermique des blocs, enfin des immeubles, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, avec des absences de points d'ancrage, il y en a moins parce qu'il n'y a plus beaucoup de financement pour réhabiliter les immeubles pour l'isolation, mais ça existe encore. Les fissurations des poteaux d'éclairage de tramway, où il y a encore trop de câbles en support. D'ailleurs, ça a été aussi, ça a fait l'objet d'un article récemment par l'intermédiaire de la maire du secteur 1, parce qu'il y a encore énormément des câbles qui devraient être souterrains. Les centres commerciaux, le mode de stockage, les issues de secours sous-dimensionnées, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez quelques photos là-dessus, tout juste après. Les transports urbains souterrains, il faut savoir qu'en 1977, le dernier tremblement de terre qui a marqué les esprits de tous les Roumains, le métro de Bucarest n'était pas en service. Il a été mis en service après. Et bien sûr, à Bucarest, l'absence de bornes d'incendie, c'est quelque chose, enfin, quand on a vécu ailleurs, on sait ce que c'est. Ici, c'est pratiquement introuvable. Donc, je vous ai mis quelques photos qui regroupent un peu ça. En haut à gauche, le gaz en jaune. En dessous, les rues étroites où, quand les gens viennent le soir, qui sont garés, il est quasi impossible qu'un véhicule de secours puisse y rentrer. En dessous, vous avez les façades avec les appareils air, pour l'air conditionné qui pèsent une trentaine de kilos chacun. Des fois, ils ne sont même pas scellés, ils sont juste posés. Les balcons qui sont refermés par les structures vitrées. Au milieu, vous avez le poteau électrique, comme je vous disais. Les bâtiments nouvelle génération en verre qui sont construits dans des formes bizarroïdes et qui sont dangereux parce que c'est des rideaux de verre. En haut à droite, vous avez les fameuses stations d'essence qui peuplent encore énormément la ville. Un petit panneau que beaucoup n'ont jamais vu, certainement, les câbles électriques qui circulent sous les trottoirs, du courant qui passe. Juste pour info aussi, le poteau de tramway au central, une ligne électrique, plus de 6000 volts qui circulent dans les câbles pour alimenter le tramway. Et en dessous, vous avez une photo à droite qui est un peu exagérée. C'est le métro station de métro de centrale de Victory en ville, avec une affluence un peu particulière. Une photo un peu qui montre un peu toute cette situation aussi de Bucarest, le centre-ville. On a la cathédrale Saint-Joseph. À côté, on a un immeuble qui est le cathédrale Plaza, qui est une construction totalement illégale, qui était censée être détruite, mais pour l'instant, personne ne s'y est accroché. Sur la partie de droite, une des rues Brezoianu, une des rues les plus dangereuses au niveau des immeubles. Voilà un peu un point de vue sur la ville de Bucarest. Partie sécurité sur ce que je vous disais sur les centres commerciaux, beaucoup de vitrages, beaucoup de vitrages, ce qui rend les sorties relativement dangereuses. Vous avez une sortie de secours en bas à gauche, cadenassée. À Bucarest, ça n'existe plus. En principe, c'est des phénomènes qu'on retrouve encore en province, des portes cadenassées, parce que les services de sécurité sur les centres commerciaux sont plus préoccupés par le vol que par le sismique. Et donc, on cadenasse les portes pour éviter qu'il y ait des gens qui sortent. Toujours des vitres en haut sur un autre centre commercial. Et ensuite, à droite, le mode de stockage dans un hypermarché qui effectivement semble être aux normes, mais je ne suis pas convaincu que les palettes à 2-3 mètres du sol soient réellement quelque chose qui est aux normes pour la Roumanie. Rappel estimation des dégâts sur Bucarest. Rapidement, donc, comme je vous disais, il y a 2500 immeubles instables, 340 qui sont classés très dangereux. Un séisme majeur provoquerait 10% de victimes, 1% de décès, et ça causerait 4,5 milliards d'euros, 4,5 milliards d'euros de dégâts. Les résultats et les conséquences suite au séisme aussi, bien sûr qu'on aurait beaucoup de victimes.
On a toujours le risque d'incendie, d'explosion, parce qu'en fonction de si ça se passe en hiver, il y a énormément de gens qui commencent à faire, vu qu'ils n'ont plus de chauffage ou quoi que ce soit, ça a été vu sur d'autres pays, ils font des improvisations de chauffage et ils créent des incendies et même des explosions parce qu'il y a encore du gaz qui circule. On va avoir la destruction partielle totale du logement poste de travail. Bien sûr, ça entraîne des traumatismes psychologiques très graves sur la population, des pertes économiques. Dans l'état général des choses, ça instaure l'état d'urgence. C'est mis sur réquisition. Beaucoup de gens l'oublient. La pandémie, ça a un peu montré ce que c'est l'état d'urgence et les réquisitions. Ça entraîne aussi, malheureusement, à chaque fois, des vols d'opportunités, des gens qui n'ont pas peur, qui n'ont peur de rien et qui profitent de la situation pour aller voler tout ce qui peut être volé. Un séisme majeur, ça mettra aussi en cause l'efficacité de la législation. Certainement une remise à niveau, comme je vous ai dit, pour les hypermarchés sur le mode de stockage, différentes autres issues de secours, et ça entraînera forcément de nouvelles normes. Il faut être aussi conscient que l'ensemble des immeubles accueillants du public devront être expertisés avant remise en service. Ça, c'est vraiment aussi un point noir en ce moment par les autorités roumaines. Ils n'ont toujours pas mis en place la législation là-dessus et ils ne savent pas comment mettre en place la législation. Ça veut dire qu'il y aura un séisme majeur. Tout ce qui est centre commercial, tout ça, normalement, le public ne pourra plus y retourner avant qu'il y ait une expertise. Mais ils n'ont pas encore dit qui sont les experts qui pourront effectivement effectuer ce type d'audit. L'arrêt perturbation des services, une coupure de courant, bien sûr, par des effets dominos, entraîne la perte de communication, de l'eau, du chauffage en fonction du temps, du gaz. Ça entraîne aussi les distributeurs à billets qui ne fonctionneraient pas au bout d'un moment, les écoles qui sont fermées, les transports qui ne fonctionnent pas. Et pour ça, il faut un peu remédier, il y a des solutions qui existent pour remettre un peu de la résilience en place. Et tout ça, et effectivement aussi, ça peut durer un certain temps. On va passer un peu sur la partie un peu plus pratique. Un séisme, que dois-je faire? Un tremblement de terre vient de se produire, que dois-je faire? Donc, il est simple que je vais vous dire, surtout pas de panique. Et la panique, c'est le pire ennemi. Il faut appliquer des règles de sécurité, de protection simples. Et là, il peut en avoir plusieurs cas de figure. Alors, il y en a 4. Donc, il y a au travail, à l'extérieur, vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment ou dans un centre commercial. Voilà. Bon, on commence par le travail puisque la présentation a été faite effectivement pour le travail. Si vous êtes au travail, normalement, au préalable, il faut avoir évalué auparavant les endroits pour se mettre en sûreté. Donc, normalement, il faut vous protéger sous votre bureau, s'accroupir à côté d'un meuble. Il ne faut pas se précipiter dehors. Il faut rester à l'abri, ne pas bouger pendant la durée du séisme. Après la secousse, il faut utiliser les sorties de secours prévues et sortir en ordre. Il faut surtout bien vérifier qu'il n'y ait pas un collègue qui soit bloqué quelque part dans les WC ou ailleurs et vous partez sans le récupérer. Il faut rejoindre le lieu d'évacuation au groupement prévu normalement et vous attendez les instructions, consignes de sécurité. C'est ce qui est dit. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'après ce type de... S'il y a vraiment séisme, les gens, la première préoccupation, c'est vraiment la famille et la plupart des gens partent voir si les gens sont en sécurité. Ensuite, j'ai marqué, attention, on ne retourne pas sur son lieu de travail sans une expertise préalable de l'eau et autorisation. Voilà. Je passe le cap de l'usine. Si vous êtes à l'extérieur dans la rue, en voiture, vous arrêtez le véhicule, vous coupez la radio et vous restez dans la voiture jusqu'à la fin de la secousse. Après la secousse, en fonction de la gravité, soit il y a quelque chose qui repart, mais moi je pense que le véhicule sera bloqué et à mon avis, il faut le laisser repartir à pied. À pied, il faut surtout vous protéger la tête. Pour les femmes, souvent c'est le sac à main. Pour les hommes, sac à dos ou les mains. Il faut vous écarter des immeubles, des arbres, des lignes électriques.
et après la secousse, il faut rejoindre un endroit dégagé. Les pictogrammes, je vous les donne après, là. Si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment, à la maison, il faut, en principe, comme au bureau, repérer au préalable les endroits pour se réfugier. Il est vrai que dans les immeubles un peu anciens, il y a un peu de structure, il y a des murs porteurs, on peut les trouver. Aujourd'hui, effectivement, il faut bien vérifier. Il faut bien vérifier auparavant, frapper sur les murs, les portes, pour savoir si effectivement ça pourrait être un refuge. Donc, protégez-vous rapidement la tête, coussin, réfugiez-vous, cherchez un meuble solide pour vous abriter, votre salle de bain, si elle est assez petite, des toilettes ou l'encadrement d'une porte. Ce que je vous dis, l'encadrement de porte, il faut bien vérifier si les murs sont porteurs ou pas en rigips, parce que si c'est en rigips, ça ne sert à rien. Il faut bien sûr vous tenir loin des fenêtres, des miroirs, du chauffage, des tableaux, lustres, meubles, hauts et étagères. Moi, je vous conseille de bien sceller tout ce qui est meubles, cuisine. Il ne faut surtout pas dormir avec des étagères au-dessus de la tête, ni des tableaux. C'est-à-dire il faut dormir avec des murs nus pratiquement. Si vous êtes au lit, couchez-vous sur le sol, position fétale. Après la secousse, il ne faut surtout pas se précipiter. Il faut rester à l'abri. Voilà. Je suis passé. Couper le gaz, l'électricité pour éviter les incendies. Ouvrir la porte de l'appartement pour assurer une issue. Et il ne faut surtout pas utiliser ni l'ascenseur ni les balcons parce que ce sont des structures qui ne sont pas résistantes. Ce que je voulais vous dire aussi, en principe, il faudrait aussi dormir avec des sandales ou des pantoufles au pied du lit, les vêtements. Alors, effectivement, mais il y a très peu de gens qui respectent ça. Il faut surtout avoir effectivement des pantoufles et des sandales parce qu'il risque d'avoir des débris et que vous risquez de vous blesser si, Dieu sait quoi, une assiette, un verre est tombé. C'est pour ça qu'on dit ça, et des vêtements à portée de main parce que s'il n'y a plus d'électricité, c'est vrai que c'est un peu difficile. Au centre commercial, cinéma, restaurant, il faut bien sûr essayer de repérer les sorties de secours. Comme dit auparavant, il faut se protéger la tête, s'accroupir à côté du caddie, sous une table. Il faut rester à l'abri, ne bougez pas pendant les durées du séisme. Après la secousse, écoutez, suivez les ordres qui vous sont donnés par le personnel de sécurité. Il faut vous orienter vers l'extérieur, ne pas se rendre dans le parking souterrain. Je donne toujours un exemple, et ça vous pourrez le faire, vous regarderez. Je donne toujours un exemple un peu optimiste. On pense que la pandémie est passée, nous sommes en période de solde, et vous vous retrouvez dans une cabine d'essayage avec plein de monde, complètement déshabillé, et vous avez un tremblement de terre, et puis vous réfléchissez, quelle sera votre façon de faire. Enfin, moi, à votre place, je reste sur place et j'attends que ça se passe. Donc, les pictogrammes qui sont en dessous, c'est il ne faut surtout pas courir. C'est là où vous allez être en danger. Il ne faut pas utiliser d'ascenseur. Il ne faut pas fumer pour des raisons d'explosion. Il ne faut pas allumer le briquet non plus. Il ne faut pas téléphoner. Il faut surtout laisser les lignes libres pour les secours. Ce que vous pouvez faire par la suite, c'est soigner les blessés autour de vous, les réconforter, les victimes choquées. Écoutez la radio, je vous donnerai la fréquence par la suite. Suivez les consignes de secours. Il faut bien être conscient qu'un tremblement de terre majeur ou fort entraîne fortement des répliques. Donc, souvent, on n'en parle pas, mais moi, j'ai mis quand même cette diapositive. C'est pas de chance, je suis coincé. Voilà. Donc, vous êtes victime sous les décombres, bloqué dans l'ascenseur. Il faut respirer doucement, profondément, pas de stress. Il ne faut pas crier, ça ne sert à rien, vous allez suffoquer. Ne pas allumer de briquet ni d'allumette parce que vous risquez de provoquer un incendie s'il y a du gaz. Vous essayez de mettre votre téléphone en mode de consommation économique, surtout si vous n'avez pas de batterie avec vous. Un bon moyen de survie là-dedans, et moi j'en ai toujours, et c'est le seul conseil que je puisse vous donner, c'est d'avoir un sifflet avec vous en permanence. Ça permet de siffler à fréquence régulière, d'utiliser la sonnerie du téléphone pour marquer votre présence ou taper sur une partie métallique.
Juste pour vous donner un côté un peu optimiste, en 1977, une victime a été secourue au bout de 11 jours. Et aussi une attention, c'est que les ascenseurs font cage de Faraday et que les ondes téléphone risquent de ne pas passer. Le minimum vital qu'on vous conseille d'avoir près de vous en permanence, c'est d'avoir effectivement un sifflet, comme je vous ai expliqué auparavant. Une lampe de poche, c'est les téléphones qui font office aujourd'hui de lampe de poche. Des lunettes, masque respiratoire, gants à usage unique, c'est pratiquement des choses qu'on a maintenant parce qu'il y a la pandémie. Pourquoi des lunettes? Pourquoi un masque respiratoire? Quand les bâtiments, là il n'y a pas la vidéo qui vous montre un bâtiment qui s'effondre lors d'un séisme, ça provoque énormément de poussière et une poussière qui reste ambiante. C'est pour ça qu'il est bien d'avoir un masque type qu'on a pour la pandémie. Des gants à usage unique pour éventuellement porter des premiers secours. Je passe sur le côté travail, vous avez vu ce qui est marqué. Il faut donc prévoir un sac de survie ou une réserve de 3 jours avec des produits type sec, c'est-à-dire des pâtes, riz et de l'eau au minimum. Il faut avoir un récepteur radio FM pour pouvoir écouter les messages. Avoir une provision sur des médicaments si vous avez des traitements. Et important, je le dis toujours, c'est sur les sacs de survie, avoir des billets de banque en petite coupure, parce que quand vous êtes sur des zones, comme j'ai eu théâtre d'opération, il y a la bouteille d'eau qui coûte 2 euros passe à l'offre et la demande, ça peut voilà, devenir très cher. Il y en a qui profitent justement malheureusement de ce genre de situation. Sac de survie individuel. Le sac de survie, pour votre information, fera l'objet d'une présentation présentielle pour ceux qui le souhaitent. J'en ferai une promotion prochainement dans les parcs de Bucarest et la première sera sur Erastrau. Donc, vous pourrez le voir de près. Ce sac de survie, c'est un sac de survie spécifique. Je suis spécialisé là-dedans. Sac de survie individuel spécial pour expat. C'est un sac qui dispose d'une autonomie alimentaire d'1,5 jours. Il pèse 7,5 kg. Il est composé de plusieurs kits. Un kit popote, donc c'est pour manger, des objets utiles, une trousse de premier secours et un abri de fortune, c'est-à-dire une bâche. C'est à peu près comme ça sur un point de vue général. Donc en haut à gauche, vous avez la bâche et une scie de jardinier pour couper des branches pour faire du feu. À droite, en haut, vous avez les bouteilles d'eau, une boîte avec les nourritures secs, soupe chinoise et d'hiver, un réchaud. Et ensuite, à droite, en bas au milieu, les produits un peu d'hygiène et de pansement. Et à droite, vous avez les différents petits outils, une pince multiprise et au milieu des câbles pour se réalimenter le téléphone si nécessaire sur voiture ou sur secteur, batterie de rechange. Tout ça, vous avez vu, c'est empaqueté dans des sachets plastiques pour être utilisé dans des milieux un peu humides. Tout ça, encore une fois, je vous dis, ça fera l'objet d'une présentation spécifique dans le respect des règles sanitaires roumaines. Smartphone. Le smartphone, je vais vous montrer un peu le smartphone, le nouveau couteau suisse. Suite à un séisme, il est fort à craindre que les réseaux téléphoniques GSM soient fortement affectés et que les communications vocales soient hors service. Cependant, votre portable pourra vous servir et être utile. Donc, il faut avoir bien sûr le portable, il faut avoir une batterie de rechange si possible avec soi et des écouteurs. Le portable, bien sûr, une fonction qui est très simple, c'est la lanterne. Mais il y a les radiofréquences que je vous donne là. Donc, il y a 2 fréquences à bien connaître. Pour Bucarest, c'est 102.2. C'est la fréquence officielle FM pour Radio România Actualități, où seront délivrées toutes les informations à la population. Et ensuite, il y a une autre fréquence, c'est RFI 93.5. Je vous en parlerai un peu plus tard, c'est la station implantée à l'ambassade de France qui permettra de faire le relais et d'envoyer des informations en français ou dans d'autres langues. Le téléphone vous permettra aussi d'y inclure les photos de famille.
important parce que c'est une phase qui se mettra en place, c'est la recherche des disparus. Donc les photos, c'est très important. Stockage des documents. Si vous n'avez plus de domicile, il est utile de mettre tous les documents sous forme cryptée, si vous voulez, officielle, professionnelle sur un cloud ou autre. Télécharger une application type GPS offline pour vous orienter si vous ne connaissez pas bien la ville. L'activation que je conseille énormément, ce n'est pas pour fliquer les gens, mais ça peut être utile. L'activation de localisation de votre appareil pour vous retrouver, c'est utile. Et ensuite, il y a petites applications qui sont style Facebook Safety Check qui permet lors d'un séisme de dire qu'on est sain et sauf. Il y a l'EuroAlert qui est une application roumaine sur laquelle les autorités vont aussi diffuser de l'information. Il y a d'autres applis style Couteau Suisse, Amic Knife. Et une des dernières applis qui peut être utile, c'est une application type Mesh, ça s'appelle FireChat. C'est une application qui permet de communiquer entre téléphones en maillon, une utilisation type talkie-walkie. C'est utilisé par les manifestants, c'est utilisé dans les stades, c'est utilisé dans les avions. Vous trouvez ça sur le net, FireChat. Et ce que je vous conseille énormément, c'est avoir des connaissances dans le langage des jeunes sur des abréviations, parce qu'on a constaté que sur tous les grands séismes qu'il y a eu dans le monde récemment, il y avait toujours une petite bande qui circulait, donc le Twitter risque de fonctionner et ça permet de communiquer. Et je rappelle toujours qu'il faut laisser les voies de communication libres pour les secours. Les évaluations de distance, assez important. Je conseille fortement de marquer un séisme majeur perturbera rapidement les axes de circulation. Le centre-ville sera pour des raisons de sécurité interdit et libre pour les secours. Bâtiments effondrés, des arbres coupés, brisés, les obstacles entraveront la circulation. Les déplacements pourront se faire prudemment à pied. La chance qu'on a, c'est que beaucoup de gens disposent aujourd'hui de trottinettes sans pile ou avec pile, donc ça permet de se déplacer. Mais je vous donne un peu les distances, parce qu'il y a souvent eu cette question-là. Pour vous donner Piazza Romana, Erastrao, il y a 5 km. Erastrao, le lycée français, il y a 4,5 km. Lycée français, magasin Joliville, 2,9 km. Entre les deux, il y a un gros danger qui s'appelle le zoo. Voilà. Strada Iancului Nicolae, la rue tout en long fait quasi 5 km. Donc, il faut bien réfléchir avant de partir, chercher des enfants, les distances. Je conseille fortement aux gens de se lancer une fois un week-end comme ça pour s'amuser, de voir par où on pourrait passer, de se mettre en GPS offline et de circuler. Et juste pour vous donner, la ville de Bucarest s'étend sur un rayon de 11 km. En bas, il y a 2 pictogrammes. Celui de gauche, c'est la croix. Il faut beaucoup aussi, enfin, ce qu'on appelle vulgairement côté militaire, les amis et les ennemis. Essayer de recenser où sont les amis, c'est-à-dire les pharmacies, hôpitaux, tout ce qui pourrait vous servir, de bien savoir où c'est. À droite, vous avez le pictogramme de Sécurité Santé Travail sur le point de regroupement. Je conseille fortement à toutes les familles de se trouver un point de regroupement très utile. De se faire un point de regroupement pour savoir s'il se passe quelque chose, de se retrouver à tel point. Je conseille aussi de se faire des points de regroupement quand on est dans des centres commerciaux, surtout quand on se met sa voiture en sous-sol et que tout le monde est dispersé et qu'il y ait des évacuations d'urgence. Beaucoup de monde, s'il n'y a plus de téléphone ou de liaison, on a du mal à se retrouver. Parce que souvent, le point de regroupement, quand la voiture elle est sur le parking à l'extérieur, c'est le point de regroupement. Si la voiture elle se trouve dans un sous-sol, ça sera impossible. On arrive sur les 2 dernières diapositives. Donc, l'ambassade plan de sécurité, depuis 2011, comme je vous disais, l'ambassade de France à Bucarest, par l'intermédiaire de son consulat, a mis en place une structure de sécurité pour ses ressortissants. Le plan de sécurité est composé par une cellule mère qui est le consulat et de plusieurs cellules filles qui sont des îlots. Bucarest a été divisé en 3 îlots. Chaque îlot dispose de plusieurs îlotiers volontaires et bénévoles. Donc, ceux qui ne le connaissent pas, je vous encourage à chercher à savoir qui sont vos îlotiers de sécurité, à les connaître, à les rencontrer.
Il y a des points de repli qui ont été mis en place, mais qui ne sont pas officiels. Il y a des îlots également qui ont été mis en place en province. Donc, j'invite aussi les gens qui sont en province de les rencontrer. Il y a un comité de consulaire qui a été mis en place depuis 2013 qui se réunit annuellement. Ce qui est important à savoir pour vous, donc, il y a la cellule de crise de l'ambassade qui dispose d'un émetteur radio FM. En cas de situation grave, des messages seront émis sur la fréquence 93.5, c'est RFI Radio France Internationale, et ça sera à la station Bucarest, ils prendront la main dessus. Comment dirais-je, il est intéressant aussi d'aller sur le site de l'ambassade et de regarder toutes les consignes de sécurité qui sont mises à jour régulièrement par le consulat, où vous trouverez toutes les informations aussi sur le sac de survie et d'autres consignes. Et je recommande aussi à tous les gens qui ne sont pas inscrits sur le registre des Français à s'y inscrire, parce que ça permettra, le jour du besoin et du recensement, de bien trouver les gens. On arrive sur la dernière diapositive. IGSU, l'acronyme de... c'est les services d'urgence de Bucarest. C'est des points de regroupement. Des points de regroupement pour les sinistrés existent. Ils sont actuellement confidentiels. Ils seront communiqués au moment venu par la population via les ondes radio FM fréquence 102.2, ce que je vous ai dit, Radio Romania Actualitat, ou sur le 93 en relais RFI. Les points de regroupement pour les raisons de sécurité seront contrôlés préalablement avant l'accueil des victimes et des sinistrés. C'est surtout sur la vérification de l'état et des structures de résistance. Dans le cadre du plan d'analyse des risques, la mairie de Bucarest dispose dans chaque secteur de points de regroupement principalement des écoles, salles de sport et parcs. En cas de situation extrême, le stade national Lia Manoliu pourrait servir de structure d'accueil et d'abri temporaire. Donc, si ça se passe, de toute façon, les Roumains ont investi, ils ont les tentes pour mettre en place dans les parcs. Si ça se passe l'été, forte chance à ce que des sinistrés soient installés dans des parcs. En période hivernale, effectivement, ce sera des écoles. Il y a des écoles qui sont prévues pour accueillir les sinistrés. Voilà. Et donc, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Je remercie aussi beaucoup l'ASFE Paris pour avoir organisé cette présentation, qui m'ont aidé. Et s'il y a des questions, normalement, s'il y a l'Estat qui est là, il pourra me poser des questions. Vous pouvez aussi noter, si vous voulez, l'adresse mail. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les transmettre directement. Je vous répondrai avec grand plaisir. La présentation peut être récupérée par ce biais-là, ou elle peut être demandée à Paris. On vous l'enverra avec grand plaisir. Laura, tu m'entends Oui, merci beaucoup Jean-François. J'ai dépassé les... Non, c'est bon, on est dans les délais, on a quelques minutes pour les questions. On va en sélectionner quelques-unes, peut-être pas toutes. Je sais qu'il y a aussi pas mal d'informations. Je vais voir si l'Estat veut poser les questions, sinon je vais commencer avec la première. Alors, pourquoi l'immeuble Cathédrale Plaza est-il illégal? Pourquoi l'immeuble Cathédrale Plaza est illégal? Parce qu'il a été... Il n'y a eu aucun dépôt de construction qui a été fait. Et mais donc, il a été considéré par voie de jugement construction illégale, ça fait déjà un moment, une dizaine d'années. Voilà. Et normalement, il était prévu par la mairie de le détruire. D'accord. Pour l'instant, il n'y a aucune instance qui est revenue dessus. Je sais qu'il y a un hôtel à l'intérieur ou quelque chose, mais la construction elle-même, c'est une construction considérée illégale. Ça se trouve sur Wikipédia. L'information est sur place. Très bien. Parce que ça a été en lien avec la structure de la cathédrale, sur la résistance aussi de la cathédrale qui est mitoyenne. Il y a une cathédrale Saint-Joseph, qui est un bâtiment ancien, et ça a pu affecter la structure. D'accord. Alors, autre question. Y a-t-il des développeurs à votre connaissance en immobilier qui proposent des locations aux normes parasismiques? Ouais, si les gens, s'ils sont sérieux, oui.
Mais moi, je conseille à tout le monde de prendre la liste. La liste, elle est aussi sur le site du consulat, en principe, de prendre cette liste et de regarder. Quand vous avez l'adresse de l'agence immobilière qui vous dit c'est à tel endroit, vous regardez auparavant. Déjà, vous regardez le numéro de la rue si l'immeuble est lié. Ce qui est intéressant de voir s'il y a aussi des immeubles voisins qui sont, parce que ça pourrait être, pourrait y avoir des dommages collatéraux si vous avez une voiture ou quoi que ce soit. D'accord. Alors, on nous demande où est-ce que s'achète le sac, mais je pense que du coup, le sac, c'est quelque chose que tu proposes de constituer chacun suivant les recommandations que tu nous feras. Et on rappellera les endroits et les présentations que tu feras dans les prochaines semaines. On nous demande aussi de quelle... la Roumanie est concernée, mais j'imagine qu'il y a des pays alentours, quid de la Moldavie ou de l'Albanie, par exemple. Oui, bien sûr. Mais bon, ce sont des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Oui, tout à fait. L'Albanie a été touchée récemment. La Moldavie pourrait être très touchée, très sinistrée. Bon, il y a moins de population que la Roumanie, mais la Moldavie pourrait être touchée par un séisme majeur de Vrancea. Oui, c'est clair. D'accord. Faut-il avoir un kit de survie 24 heures sur 24 à la maison en cas de séisme ou y a-t-il des alertes que nous devons avoir en tête? Je pense que les séismes, malheureusement... C'est imprévisible. Il ne faut pas forcément constituer un sac de survie, mais avoir chez soi des ressources en eau et des ressources en nourriture sèche, barres de céréales, comme je dis, du riz, des soupes chinoises, de ce type pour pouvoir rester tranquille un certain temps. Après, chacun peut se constituer un sac. Le sac de survie, c'est quelque chose de très spécifique que j'ai conçu. Il a été conçu pour les expats. Voilà. Mais il n'est pas en vente. Je précise. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. C'est un sac. Non, non, c'est un sac que j'ai constitué qui est totalement open source. Il n'y a pas de, comment dirais-je. C'est ton expérience et ce que toi tu as réuni pour mettre au service. Lestat, est-ce que tu vois autre chose? Moi, je pense que j'ai fait le tour des questions. Sinon, c'est des choses dont tu as déjà parlé. Tu m'entends? Oui, vas-y, je t'entends. Lestat, je t'entends. J'ai une question concernant les alertes. On a un système en Roumanie qu'on a souvent entendu sonner sur nos téléphones, surtout pendant la pandémie. Votre téléphone se met à sonner comme ça tout d'un coup. Oui, c'est RoAlert, ça s'appelle. Est-ce qu'en cas de séisme, parce qu'on arrive quand même à les prévoir, non. Est-ce que... comment? Non. Non. On n'aura pas d'alerte. Non, RoAlert n'a pas été conçu pour annoncer un séisme. Parce que pourquoi ça n'a pas été conçu? Quand le séisme se produit, il faut moins de 10 secondes à peu près. Enfin, déjà, il y a à peu près un temps pour qu'il y ait une prise en charge. Et ensuite, pour la diffusion, on n'aurait pas le temps. On pourrait juste s'en servir pour couper des appareils. Humainement, on n'est pas capable de le faire. Tu as vu, l'onde, elle met à peu près 30 secondes. Si tu te réveilles la nuit et que tu te poses déjà la question pourquoi le téléphone sonne, tu n'as pas le temps. RoAlert, souvent, c'est quelque chose qui est très critiqué par les gens parce qu'ils pensent que RoAlert, c'est fait pour nous prévenir en cas de séisme. Non, RoAlert, c'est une plateforme, une application, il y en a d'autres qui sont en développement, qui a été conçue pour aider les gens et les sinistrés après le séisme. Voilà. D'accord. On n'a pas les moyens. Et pour l'instant, la technologie, les États-Unis, juste pour vous donner, les États-Unis travaillent avec l'intelligence artificielle. Et ils ont des soupçons ils ont commencé à fabriquer des sondes qui permettraient effectivement d'être très, très rapides. En Californie, ils sont en train d'expérimenter ça. Et ils pourraient même prévoir, mais bon, avec l'intelligence artificielle. Pour l'instant, ce n'est pas notre cas. Mais c'est quelque chose qui est à l'étude. Les scientifiques travaillent dessus, mais ce n'est pas le cas pour l'instant pour nous. D'accord.
Et alors, j'ai une autre question. On entend beaucoup parler, moi ça fait plusieurs années que je suis ici, ça fait 17 ans. On m'a beaucoup dit, oui, t'inquiète pas du gros séisme qui va venir, parce qu'en fait, il y en a eu tellement de petits que ben, ça s'est détendu un petit peu tout ça, donc il y a moins de pression entre les plaques et ben, tu ne devrais pas t'en faire. C'est super safe. C'est vrai ou c'est faux? On n'en sait strictement rien. Ah. On n'en sait strictement rien. On estime une fréquence, à 40 ans. Donc, 1977, tu rajoutes 40 ans, tu vois où tu es. On a dépassé les délais. Alors, après, les experts il y en a qui disent il n'y aura pas de tremblement de terre majeur avant de nombreuses années. On n'en sait strictement rien. Donc en fait, il ne faut pas croire ces conversations qui sont… Non, on est sur une faille sismique qui peut se déclencher à n'importe quel moment. Après, ça ne veut pas dire qu'on aura un tremblement de terre majeur, parce qu'il y a différentes classifications. Enfin, on n'a pas le temps de parler de ça. Il y a différentes classifications. Mais on pourrait avoir une secousse qui dépasse les 6, voire allant sur les 7 de l'échelle Richter, qui donnerait déjà beaucoup de dégâts immobiliers, qui ne feraient pas forcément des victimes, mais des dégâts immobiliers. Et ça, c'est possible à tout moment. Hein. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. C'est quelque chose. Je vous ai dit au début, il y a une épée Damoclès. Après, il ne faut pas être paranoïaque. Il faut prendre un peu. Faut être un peu. Faut être prudent et se préparer, anticiper, ça s'appelle. Et encore une autre question avant de. Une dernière question sur le logement, parce que ça, bon, tu nous as dit qu'il y avait des listes qui existaient, qu'il y avait les immeubles à points rouges qu'on voit un petit peu partout. Bon, maintenant, on sait qu'il n'y a pas spécialement de développeurs qui proposent des choses antisismiques, ils ne te garantissent jamais rien. Donc, moi, par exemple, quand je suis arrivé ici, j'étais plutôt partisan pour louer une vieille maison. Est-ce que ces vieilles maisons sont plus safe que les immeubles? On m'a souvent dit que les maisons qui sont construites comme à Bucarest avec ces briques rouges ont la possibilité d'être plus… ça bouge plus, donc c'est plus… Amortiré, je te dirais, je ne vais pas te donner une réponse de Normand. C'est plus safe que si tu vas dans si tu choisis une maison qui a été construite d'une autre façon. Je ne peux pas te donner, je t'ai dit au début, il y a eu en 1940, ils ont décidé, toutes les constructions ont été faites sans les normes sismiques. Le seul conseil que je puisse te donner, si tu veux dormir tranquillement, c'est que tu fais venir un ingénieur structure, enfin, il y a des gens spécialisés. Oui, mais quand tu fais de la location, tu ne peux pas faire ça. Ah non, mais je veux dire, si toi, tu veux voir, si toi, tu voudrais savoir, il y a des gens spécialisés, il y a des bureaux sérieux, ils vont te dire, votre immeuble, c'est tous ceux qui font les réexpertises aussi des immeubles, c'est des gens très sérieux, ils analysent. Beaucoup de gens ne font pas appel à eux. Quand tu es locataire, tu ne penses pas spécialement à ça, et quand tu expates en Roumanie, c'est pas la première chose que tu fais quand tu emménages chez toi. Si tu es propriétaire, oui, tu fais appel à un ingénieur, une structure, tu fais ta rénovation. Le seul danger que j'ai vous ai évoqué tout à l'heure, où un peu beaucoup de gens se cachent, enfin personne, c'est un peu un tabou, c'est tous les régimes hôteliers où effectivement, je sais qu'il y a beaucoup de Français, même parmi qui nous écoutent certainement, qui sont logés dans ce type d'immeubles, malheureusement, voilà, qui sont effectivement, c'est des immeubles vulnérables et ils sont exposés à un risque relativement majeur. Il faut être conscient. Soit on l'accepte, on se prépare aussi au pire en se disant tremblement de terre, on ne pourra peut-être pas y revenir, ou alors on déménage, on cherche une colocation qui est un peu plus, comme tu dis, un peu plus safe. Voilà. C'est-à-dire juste attention là-dessus. Quand on est énormément. Donc en fait, quand on est nouvel arrivant en Roumanie et qu'on regarde pour un logement sur immobilier.ro ou n'importe quel autre logement, je ne vais pas faire de publicité, et qu'on voit toutes ces annonces qui disent que la maison, l'appartement a été renforcé, on le voit un petit peu partout, renforcé, ou récemment rénové, ça ne veut pas spécialement dire que c'est un… rénover, ça ne veut rien dire. Encore une fois, le consulat… renforcer non plus, ça ne veut rien dire. Parce que, non. Si c'est pas consolidé, s'il y a pas il y a très peu, je te l'ai marqué, il y a très peu d'immeubles qui ont été consolidés et ça ne s'adresse pas forcément aux expats qui viennent ici.
le consulat, ils ont sur le site du consulat, enfin de l'ambassade de France, le consulat, en principe, il y a la liste aussi. Et il me semble même que c'est marqué. Donc, il y a chacun, comme j'ai marqué au début, chacun est un peu responsable de sa sécurité. On peut sensibiliser, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a sensibilisé les gens. Certains ne le savaient peut-être pas. Il y a beaucoup de Français, je sais, qui ne savent même pas qu'il y a des risques sismiques. On essaye de sensibiliser, voilà, c'est tout. Et on a Après, aussi un de chacun nos... est responsable de, chacun est un peu responsable de sa propre, comment dirais-je, comme je l'ai cité au début, responsable de sa vie. Voilà, donc Bien sûr. il faut être conscient. Voilà. On a aussi un des dialogués qui a remis, Bruno de Maille, l'explication du plan de sécurité. On vous renverra tous les liens sur comment s'inscrire au registre de l'ambassade et également sur ce que tu as dit, Jean-François. Je tenais à te remercier, Jean-François, pour cette présentation qui était vraiment très complète. On répondra à toutes les questions. S'il y en a d'autres, on vous invite à nous les écrire à roumanie.moldavie@alliancesolidaires.org. On vous remercie pour votre temps à tous, pour votre attention. Merci, Et puis, on se dit à dans quelques semaines, puisque ce webinaire sera suivi d'un autre webinaire sur un autre sujet. Entre-temps, n'oubliez pas de vous inscrire sur la liste électorale consulaire si vous avez envie de voter ou de participer aux prochaines élections, puisque la deadline est demain après-midi. Donc, entre-temps, vous avez juste à vous rendre sur le site du service public, à vérifier votre inscription consulaire et à mettre à jour vos données. On vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci encore les stats. Merci Jean-François. Merci à tous d'avoir suivi ce Zoom et on vous revoit très vite. Merci Laura, merci Jean-François. Bon week-end. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt.